Moxie est la plus ancienne boisson gazeuse vendue sans interruption encore sur le marché. Initialement, ça se vendait comme fortifiant pour les nerfs dans les pharmacies locales. La première gorgée peut donner envie de tout recracher et de jeter la bouteille. Ne le faites pas. La deuxième gorgée peut donner la même envie, ne le faites pas. Attendez la troisième gorgée pour découvrir le vrai goût, vous chatouiller les papilles de la langue. C'est l'histoire d'un médicament devenu le symbole de la douceur de vivre, de la nostalgie en bouteille qu'on trouve partout dans le monde. D'ailleurs, quand il était petit, le père de Franck lui a appris la géographie avec ses flacons venus des quatre coins du globe. Vous avez entendu ça? Elle a dit yes. Ils s'appellent soda, tonic, limonade ou cola. Mais ils sont bien plus que des boissons à bulles. Bleu, vert, jaune ou noir, ils sont la boisson universelle, celle qui rappelle l'enfance, celle dont on ne peut se passer. Yeah, I like soda. My wife every day buy me the soda. In Shanghai, I'm from Shanghai, China. Quand je manque de sucre, j'en ai absolument besoin. It's fruity, yeah. I don't like sparkles in the drink, and then I leave it open for a while, so the sparkles, old Diet Coke is my favorite. Oh, soda. It's okay. It's okay. It's okay. Soda. Yeah. À Glen Falls, paisible bourgade au nord de New York, habite un antiquaire des sodas. Brian Florence anime Soda Finder, le site des sodas disparus. Régulièrement, il fait le tour des États-Unis pour les retrouver, puis il les envoie directement à votre porte. Tout le monde se souvient non seulement de sa marque préférée, mais du goût exact, de son odeur particulière. Ce que les gens ressentaient quand les bulles éclataient sur la langue et quand la boisson descendait dans la gorge. Quand ils retrouvent ce soda qu'ils n'ont plus eu depuis longtemps, c'est un flot immédiat de souvenirs. Here's the room where I keep all this. But I have a bunch of different varieties that are available. A lot of them are limited edition, and then some are just only sold in certain parts of the country. Cactus Cooler, that's something you can only get way out west, like California, Arizona. Pineapple Crush, it's typically sold in Hispanic areas. Raspberry-based Pepsi, and I think it's disgusting, but there's a lot of people that really liked this. And they discontinued it about 2 years after it was introduced, and I just kind of keep this one. It's on sodafinder.com, and I put a price on it of $600. But if someone was willing to pay it, I'll sell it. Otherwise, I just keep it as a collection, a collector's item. Tout a commencé il y a 13 ans lorsque Brian a voulu séduire une jeune fille qui aimait un soda plutôt rare. L'amour n'a pas duré, la passion pour les sodas, si. Aux États-Unis, leur consommation a été multipliée par 3 en 20 ans. Certains États envisagent même de créer une taxe sur les sodas pour financer l'assurance santé. Chaque Américain boit en moyenne 190 litres de soda par an, nourrissons compris, record mondial. Il y a beaucoup de gens qui me contactent au travers de Soda Finder. Ils me disent « Je n'ai plus vu ce soda depuis que je suis gosse ». Ou bien « Mon grand-père est sur son lit de mort et sa dernière requête, c'est une bouteille de Dad's Root Beer ».
Je suis content parce que je vais enfin pouvoir faire mon grand tour. Celui où je vais le plus loin, à la recherche des variétés les plus rares. Je commence ici, puis je passe par Buffalo, Cleveland, l'Ohio, l'Indiana, la région de Chicago, où il y a des bonnes choses. Je coupe par là et j'arrive dans le Minnesota. Et là, il y a d'autres choses que j'aime bien. Et après, je fais une grande boucle et je reviens par le Missouri. En tout, ça fait 5000 miles que j'essaye de faire en 8 jours. L'après-midi, Brian sort parfois avec ses amis en quête de rareté. Cette petite brasserie fait ses propres sodas. Goût, meringue au citron, tarte aux groseilles, crème au beurre, chocolat. All right, cheers, guys, to soda. Au petit déjeuner, Brian prend un coca à la place d'un café. That is a unique taste. Peut-être qu'on devient légèrement accro. On s'habitue à quelque chose et on l'aime et on veut continuer. Je ne sais pas si c'est une addiction chimique ou mentale, mais les gens veulent boire ce qu'ils aiment boire. Aux États-Unis, une bouteille de 2 litres de soda coûte $1 et le lait, $3. Le soir, Brian repart à la chasse. Cette fois, il a trouvé un cola vintage qui devrait plaire aux collectionneurs. Mais depuis 2005, le marché américain est saturé. Fini la croissance incessante, l'avenir des bulles est ailleurs. That great sound of fizz. I think I'll have some more. But how did all these tiny bubbles ever get inside? For quite some time, people realized the benefits of going to a spring. Recréer artificiellement ces eaux gazeuses, c'est ce que tentent les chimistes dès le XVIIe siècle. Mais ces mélanges rudimentaires à base de bicarbonate de soude restent tous salés. Ce n'est qu'en 1772 qu'un pasteur anglais nommé Joseph Priestley fait une grande découverte dans sa cuisine avec des instruments tout simples. Il découvrit que s'il mélangeait de l'eau froide avec ce qu'il appelait du gaz solide, c'est-à-dire du gaz carbonique, ce mélange donnait de l'eau gazeuse. La même eau gazeuse qu'on trouve dans les sources. Mais comment se forment ces fameuses bulles? Cette glace est toute fraîche. Ses parois sont rugueuses. C'est comme ça que se forment les bulles. Elles ont besoin de petits endroits pour que le CO2 puisse s'y cacher et se multiplier, et ensuite s'échapper vers la surface. La même réaction se produit avec tout cristal versé dans du soda, sable, sel ou plus souvent sucre. Plus le liquide est froid, plus il peut absorber de CO2. Et comme les verres, les canettes et notre langue sont pleins d'aspérité, cela crée un paradis pour les bulles. Chaque bulle produit d'autres bulles. Et en même temps, elle grandit. Prenez une canette de soda, secouez-la et donnez-la à quelqu'un d'autre pour qu'il l'ouvre. Quand on l'ouvre, les bulles forment d'autres bulles et on se fait complètement asperger. Le premier à faire des eaux gazeuses industrielles fut un certain Jacob Schwepp en 1783. À la fin du 19e siècle, ses clients britanniques en Inde y ajoutent de la quinine contre la malaria, créant le célèbre tonic water. Mais à cette époque, le plaisir l'a déjà emporté sur la thérapie.
Venu de Birmanie et de Chine, le citron a progressivement colonisé la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Égypte exporte déjà de délicieuses bouteilles de citronnade. En arabo-persan, limoun veut d'ailleurs dire citron acide. Bientôt, cette limonade servie par les vendeurs ambulants, comme ici à Beyrouth, perle sur toutes les lèvres. C'est une limonade encore sans bulle, une limonade d'avant le soda. L'Algérie, un siècle plus tard. La Méditerranée, le soleil, la Casbah. Ces limonades pétillantes qui piquent les gorges desséchées de 1000 aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a 2 symboles nationaux, le drapeau vert et rouge et la blanche de Hamoud Boualem, une des meilleures limonades au monde. C'est toute une histoire, Hamoud Boualem, à Alger. Les boissons alcoolisées, c'est péché pour notre religion, là, vous voyez. Alors on remplace ça, c'est plus sucré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sucre? Maintenant, je vais acheter une bouteille. Sur l'étiquette de cette limonade, 20 médailles obtenues à l'exposition universelle de Paris de 1889, l'année de la construction de la Tour Eiffel, la grande époque des colonies. Quand mon père me disait « tu viens avec moi à l'usine aujourd'hui », c'était un événement. Et puis le café, on le prenait avec les chauffeurs livreurs au bistrot d'à côté. Il y avait une ambiance. C'est une ambiance. Les Hamoud et les Hafiz, 2 familles cousines, limonadiers depuis 5 générations. Mohamed, un des plus jeunes cousins, fait ici ses premiers pas sur la terrasse de l'usine. À l'époque, la production est encore modeste. À l'école, Mohamed revend à la récré 2-3 bouteilles prises dans les réserves sous l'œil bienveillant de Boualem, ici à l'image. Boualem, l'ancêtre qui fit de ce commerce d'arômes la plus ancienne et peut-être la plus célèbre entreprise algérienne encore en activité. Mohamed sera tour à tour chauffeur, caissier, directeur commercial et membre du conseil d'administration. Il ne faut pas croire que c'était comme maintenant à une échelle industrielle. Quand ils vendaient 2-3 caisses par jour, l'aïeul était content. Hein. Donc ils déchargent, ils chargent et puis ils sortent là. En début de semaine, les revendeurs de toute la région continuent de faire la queue pour s'approvisionner au petit matin. L'usine a survécu au commando Algérie française, au socialisme des années 70 et ses pénuries en tout genre, et à la sale guerre des années 90 qui obligeait les cousins à dormir armés sur place. Inch'Allah, la Hamoud plaît aux militaires autant qu'aux islamistes. Jamais la production ne fut interrompue. Ici, Mohamed est chez lui. Pendant le mois de Ramadan, un Algérien, il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Il fait n'importe quoi, mais il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Que ce soit du cruche, à l'époque c'était cruche qui est devenu Slim Orange, que ce soit du Selecto ou de la blanche. La blanche au citron aide à digérer le méchoui. L'étrange Selecto tout noir a un goût de bonbon à la pomme. Quant au Slim, il rappelle les oranges de la plaine algérienne. Coca-Cola avait son usine juste à côté de la nôtre, après le débarquement américain. Mais ils n'ont pas fait long feu, parce qu'après il y a eu l'indépendance, il y a eu la nationalisation, donc ils ont dû partir dans les années 60. Le vrai Coca, c'est américain, donc il faut le boire en Amérique. C'est comme une Hamoud, il faut la boire à Alger.
Longtemps, l'entreprise n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Il y avait toujours plus de demandes que d'offres, il fallait juste moderniser de temps en temps. Mais au début des années 90, les grands groupes américains au budget marketing illimité sont de retour, alors il faut s'adapter. Ce jour-là, toute l'usine est en émoi. 2 joueurs de l'équipe de foot nationale vont faire une publicité pour le nouveau soda fraise, une première. Très sucré, le goût fraise fait un malheur en Algérie, mais jusqu'ici, seule la concurrence en proposait. 2 internationaux adulés par la jeunesse algérienne et 2 amateurs de soda, le Gaulle refuse de jouer s'il n'a pas son sélecto. Une sélecto à Alger, une sélecto en France n'est pas la même. Les Algériens qui vivent à l'étranger me disent c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose parce que il y a l'eau, le sucre n'est pas le même, mais quand même ça donne une petite nostalgie en fait. Tout soda rêve d'être associé à ces grands moments collectifs. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Noël, Ramadan. Ceux où les gens sont joyeux et où ils ont soif. Peu après la naissance de la Blanche de Hamoud, une autre boisson va naître à l'autre bout du monde. Une boisson noire. Une boisson qui va devenir le 2e mot le plus connu au monde, consommé 1,6 milliard de fois par jour dans plus de 200 pays. Une boisson qui a son propre musée, un temple dédié à son inventeur, un pharmacien d'Atlanta un peu aventurier nommé John Pemberton. Nous sommes au monde de Coca-Cola, à peine 3 pâtés de maison de l'endroit où le Coca-Cola a été vendu pour la première fois, le 8 mai 1886. En ses débuts, il y avait une concurrence incroyable. Les fontaines à soda regorgeaient de boissons au goût fraise, framboise, vanille, chocolat, etc. La première année, John Pemberton a gagné à peu près $50. Malheureusement, ses dépenses se montaient à $76. Bref, ça n'a pas été un énorme succès financier. La première année, nous avons vendu environ 6 boissons par jour. À l'époque, les drugstores, ces mélanges de pharmacie et de quincaillerie, sont devenus le lieu de socialisation. Tous les charlatans veulent y placer leurs boissons, servies dans les majestueuses fontaines à soda. Reste à Pemberton, qui jusqu'ici faisait plutôt des pilules pour le foie et des crèmes de beauté, à populariser ce qui va devenir le premier cola. Un étrange mélange vendu comme stimulant tonique pour les nerfs, qui contient du caramel, de la vanille, de la noix de cola venue d'Afrique et même un soupçon de coca, la plante divine des Indiens du Pérou. Une des grandes idées de merchandising a été de distribuer des coupons gratuits pour du Coca-Cola. N'oublions pas qu'à l'époque, cette marque avait un goût complètement nouveau, auquel les gens n'étaient pas habitués. Si vous arriviez à le faire essayer à quelqu'un, il reviendrait, et la prochaine fois, il l'achèterait. Pemberton ne connaîtra pas la gloire. Ruiné, il vend ses parts à des investisseurs qui ont une idée astucieuse. Ils ne produiront que le concentré de la nouvelle boisson. Ensuite, ils revendent ce sirop aux milliers d'embouteilleurs indépendants chargés de produire sous licence. Pour se différencier des autres colas, il y a le marketing. Tout est porteur. Le graphisme inimitable, la bouteille aux formes sensuelles appelée la dame au fourreau et la prohibition qui favorise toute boisson non alcoolisée. Dans les années 30, les sodas sponsorisent les émissions de sport et de musique. Mais ils se vendent surtout l'été. Alors, encore une fois, l'entreprise d'Atlanta a une idée lucrative, réquisitionner le Père Noël.
Les gars de la publicité ont commencé à y réfléchir, et un des artistes avec qui ils travaillaient a eu une idée. Il s'est dit, le Père Noël doit faire le tour de la Terre en 24 heures pour déposer tous les cadeaux. Forcément, il va avoir soif. Pourquoi est-ce qu'il ne boirait pas un Coca-Cola? Dear Mom, I am fine. I'm in the Pepsi-Cola Center in Times Square, New York City. Et puis vint la guerre. Les grandes compagnies de soda redoublent d'efforts patriotiques pour soutenir les boys partis se battre au bout du monde. Dès 1942, tout GI en permission peut venir se rafraîchir et se détendre dans ce centre de relaxation sur Times Square à New York. Upstairs on the street level, the boys sit around and dish with the hostesses or eat. New friendships are made and experiences swapped. At the lunch counter, they get sandwiches, hamburgers or egg sandwiches at 5 cents, and all the Pepsi-Cola they can drink free. En 14-18, il avait fallu faire de la limonade à la saccharine. Cette fois, les sodas sont classés produits stratégiques, aucune restriction sur le sucre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, nous avons envoyé 64 usines d'embouteillage qui ont suivi les GIs américains à travers toute l'Europe de l'Ouest, dans le Pacifique, en Afrique du Nord et jusqu'en Amérique du Sud. À la Libération, le cola a, comme les chewing-gums et les banylons, le goût de la victoire et de la liberté. En 5 ans, il est devenu une boisson mondiale et l'entreprise une multinationale. À l'Est, les colas, symbole de l'impérialisme, se heurtent au rideau de fer. Jusqu'au premier voyage de Richard Nixon à Moscou en 1959. L'énergique vice-président américain veut établir un lien direct avec l'apôtre du dégel, Nikita Khrouchtchev. Le premier des communistes accepte donc d'inaugurer une exposition dédiée à l'American Way of Life. Chacun d'eux essayait de vendre son système à l'autre. Tout le monde en parlait, à la télé, dans les cuisines. Notre système est le meilleur. Non, c'est le nôtre. Et puis, il y avait cette exposition où il fallait montrer toutes sortes de choses. Et il y avait un petit buste de Pepsi, parce que Pepsi Cola soutenait l'exposition et le gouvernement. Il voulait que Khrouchtchev goûte le Pepsi, et il l'a fait. Et il a dit qu'il aimait ça. Павильон Pepsi-Cola начинает свою работу. Some of the women complained sometimes that it smelled like benzene. And men wanted to know if it would make them drunk. À Moscou, le goût de l'Ouest eut donc le goût du Pepsi. Jusqu'ici, tous les présidents américains avaient été rouges, proches de Coca-Cola. Nixon, lui, est l'avocat de Pepsi. Il sera le premier président bleu. En réalité, ça s'est passé différemment. Ça s'est fait en 69, quand Brejnev était au pouvoir. Brejnev a dit oui, et comme c'était une société centralisée, s'il disait oui, ça voulait dire oui. Et c'est devenu très populaire. Ils avaient de meilleures bulles. C'était peut-être un peu trop sucré pour les soviétiques, mais je dirais que nous aimions ça. Tous les pays de l'Est suivent le choix de Moscou. Il y aura donc du Pepsi, plus les produits locaux. Baïkal en Russie, Klub Cola en Allemagne de l'Est, Kofola en Tchécoslovaquie, Kokta aux herbes en Slovénie, sans oublier les délicieux mais si rares sodas géorgiens. Ils avaient des goûts de fruits. L'homme qui les produisait s'appelait Lagidze. Il avait inventé ces sodas avant la Révolution.
Et c'était le fournisseur exclusif de la cour du tsar. Après la Révolution, je crois qu'il a gardé son secret. Il est resté le seul fournisseur du Kremlin et parfois on trouvait ces sodas dans des magasins, mais en très petite quantité. Moi, il m'arrive de boire du Pepsi-Cola quand j'ai la nostalgie de l'époque soviétique. En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. En ces périodes hyper politisées, chaque boisson doit choisir son camp. En France, le Parti communiste est clairement du côté du rouge, du bon vin rouge national qu'il faut défendre contre l'envahisseur à bulles. US Soda, go home. Du Coca-Cola. Allez mon bonhomme, placez votre camelot ailleurs. En Amérique. En Amérique. Il paraît pourtant que l'origine du cola n'est pas américaine, mais corse. Un élixir né en 1865 dans le cerveau d'un pharmacien nommé Angelo Mariani. Le vin Mariani, c'était une boisson à base de Bordeaux dans lequel Angelo Mariani avait eu l'idée de faire macérer des feuilles de coca. Alors sa grande force, ça a été de faire de la pub par les gens qui avaient une grande notoriété à l'époque. Alors vous voyez par exemple la princesse héréditaire de Monaco, on voit le président de la République argentine, le pape Pie X, le prince de Bulgarie, la reine Douairière de Saxe. Alors le top, Kendley, président des États-Unis, qui fait la pub pour le coca d'Angelo Mariani. Vin tonique Mariani, le plus agréable et le plus efficace des stimulants, dit la publicité de l'époque. Jules Verne lui écrit des odes, Sarah Bernard chante ses louanges. Déjà, ces flacons se retrouvent aux quatre coins du monde, de Buenos Aires à Vladivostok, de Saigon à New York. Les Américains le connaissaient vraiment bien. D'ailleurs, la première étiquette de Coca est marquée French Wine Coca. Les Américains ont essayé ensuite de le barrer. Pendant ce temps, Pemberton, qui avait créé lui le Coca, a eu l'idée ensuite de mettre des bulles, etc. États-Unis, Corse, URSS, quelques-uns des nombreux champs de bataille de la guerre des colas, hier, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Tropical soil comes the abundant harvest of natural goodness, energy in the making. Merchant ships of the world transport the raw sugar to refineries. The sugar industry hails the refreshment industry as one of its largest customers. Le sucre représente jusqu'à 60% du prix d'un soda. Le sucre, c'est aussi le supercarburant du cerveau qui en consomme près d'un sixième de la quantité totale absorbée par le corps. D'où le goût parfois immodéré de l'humain pour le sucre. On sait maintenant le nombre de calories que procure chaque morceau de sucre. Étant donné que cet aliment possède la plus grande valeur énergétique, voici certaines des dépenses physiques qu'autorise un seul morceau de sucre. Danser le rock'n'roll pendant 3 minutes. Peler des pommes de terre pendant 7. Ou tricoter pendant un quart d'heure. Depuis 30 ans, la part de calories fournie chaque jour par les sodas dans notre dépense d'énergie ne cesse d'augmenter. Dans cette immense mer de bulles, le dernier né des sodas s'appelle d'Africa Cola
lancé l'été 2008 par quelques jeunes en banlieue. En Corse, on fait du cola, en Bretagne, on fait du cola, dans le Nord, on fait du cola. On s'est dit, mais pourquoi pas faire un cola qui symboliserait aussi notre appartenance à l'Afrique. Petit à petit, comme on s'est plus attaqué à tout ce qui est banlieue, etc., c'est ça qui nous a permis de nous développer plus vite que prévu. En Afrique de l'Ouest, lorsqu'il y a un mariage, la famille qui marie sa fille, par exemple, ramène de la noix de cola pour symboliser l'union de deux familles. Et donc nous, du coup, l'idée nous est venue, on s'est dit, le cola nous appartient, le cola appartient à l'Afrique, donc c'est un petit peu rendre ces lettres de noblesse à la noix de cola. Et on est distribué depuis septembre 2009 en Afrique et depuis, ça prend un essor assez considérable. Il y a le Bénin, le Togo, le Mozambique, le Nigeria. Ça fait des bulles et des gros sous la limonade. Ça fait chanter tous les pignous la limonade. Ça fait carrière un peu partout, à Saint-Ouen, Strasbourg, au Chatou, à Passy et à Tombouctou. Que l'on soit bourgeois ou brolo, ou PDG ou bien clodo, on est tous des fleurs de bistrot de limonade. Au son des jackbox à la noix, ça rend malade. Ça fabrique de cirrhose, du foie, de limonade. Et si vous êtes en pénurie d'invention et de rêverie, allez donc puiser l'eau de vie. Offrez-vous une heure de Pérou contre des bulles et des gros sous, en vous enivrant à grands coups de limonade, de limonade, de limonade. Allez! Merci. Le fait de se retrouver déjà en vente, boum, on s'est dit waouh, il y a quand même des clients qui achètent cette boisson. Et c'est de là que ça nous a donné encore un peu plus de boost, quoi. Ouais, se rendre dans une boutique et dire « Ah, c'est moi qui ai fait ça !» La noix de cola, fruit aphrodisiaque et symbole de fertilité, peut plaire à l'Afrique. Mais pour séduire les jeunes, cet insaisissable cœur de cible de tout soda, mieux vaut aller vers ce qui leur plaît. La musique, la rue, la dance. Même s'il n'est pas facile de se faire une place au soleil. C'est pas évident. Face à des concurrents aussi importants, c'est pas évident. Coca-Cola. Oh, D'Africa Cola. D'Africa Cola. Yeah. Aujourd'hui, d'Africa Cola écoule près de 200 000 litres par mois, dont plus de la moitié directement en Afrique. Cela représente environ 2 heures de production de coca en France. Pour les Maasai, le rouge est la couleur d'un dieu méchant. Mais partout ailleurs en Afrique, les sodas sont un cadeau des dieux. On les appelle les sucrés en Afrique de l'Ouest ou bonbons anglais à Madagascar. L'après-midi, les footballeurs en herbe viennent s'approvisionner chez le grossiste pour reprendre des forces après le match. Et sous l'impressionnant mont Kenya à 5400 mètres, les habitants des hauts plateaux ne jurent que par les sodas au citron amer et le fameux Stoney, si chargé en gingembre. When you drink Stoney, you work very hard, make you strong. Like you come strong like Stoney, yeah? Come strong. Mais au Kenya, comme partout dans le monde,
Ce qu'il y a de fascinant, c'est que même dans le plus petit village, au bout de la dernière piste, impossible de ne pas tomber sur le soda universel. Quand j'ai commencé mes études, j'avais des fourmis dans les jambes, j'avais envie de voyager. Et j'ai réalisé que Coca pourrait m'ouvrir des portes, me permettre de voir bien des endroits. Cela a toujours été une entreprise très associée à l'athlétisme, et le Kenya est une nation athlétique. Et puis c'était la possibilité d'un bon job, de gagner ma vie. Mon premier poste en dehors du Kenya, ça a été l'Éthiopie, un pays immense. On devait utiliser des ânes sur lesquels on mettait des sacs pour passer les cols, tellement le pays est parsemé de montagnes. Et il fallait s'assurer que même là-bas, il y aurait du coca. Ils n'ont pas d'électricité, de même qu'ici, dans certaines parties du Kenya. Et pourtant, les gens veulent un coca glacé. Comment on fait? On a mis des réfrigérateurs au kérosène. Parce que les gens utilisent le kérosène pour chauffer et illuminer les pièces la nuit. Donc, on a demandé à la maison mère de nous créer des réfrigérateurs au kérosène. Faisal a passé sa vie à trouver ce genre de solution. En Tanzanie, il a envoyé des caisses traverser en canot le plus grand lac d'Afrique. Au Kenya, il supervise une toile très sophistiquée de micro-distributeurs. À pied, en tuk-tuk ou à vélo, ils sont des milliers à approvisionner non-stop les 22 000 mini-stands du pays. Des distributeurs habillés en rouge et formés à la business school Coca-Cola. On a besoin d'un réfrigérateur tourné vers la rue. On doit être sûr que les bouteilles soient bien présentées, comme dans cette caisse ici, et qu'il y ait une pancarte là-haut qui incite à passer à l'action. Pour le réfrigérateur, il faut être sûr qu'il y a 50% de coca, parce que c'est notre base de croissance. Et en dessous, nos autres marques. Pour les snacks, on va demander au propriétaire quel est le plat qu'il vend le plus. Et on va l'associer avec Coca. C'est nous qui payons et qui installons cela gratuitement et ça se mélange très bien. Enfin, dans les supermarchés, voilà le coin où les mères de famille peuvent acheter une caisse. Au Kenya, nous détenons 99% de parts de marché. Nous sommes leaders du marché et nous entendons bien le rester. Au Kenya, une autre marque indépendante rogne déjà sur ce monopole et Pepsi a annoncé son arrivée pour l'année prochaine. Mais en attendant, toutes les marques du groupe numéro 1 sont produites dans cette usine, 24 heures sur 24, jusqu'à 1 million de bouteilles par jour. Et voilà le Saint des Saints, la salle du fameux sirop secret. La seule chose que l'on dise, c'est que très peu de gens connaissent cette formule et qu'elle est gardée dans un coffre-fort dans le centre d'Atlanta. À part ça, nous ne tenons pas vraiment à en dire plus. Le secret a été bien gardé pendant 124 ans et on tient à ce que cela le soit pour encore 124 ans. Boire un soda, cela ne se passe ni dans la bouche, ni dans l'estomac. Cela se passe d'abord dans le cerveau. Quand quelqu'un boit du soda, le cerveau n'est pas étonné, parce que certainement ça lui est déjà arrivé avant. Alors il recueille de façon très systématique toutes les informations sensorielles que la bouche lui envoie, mais celle-ci avait déjà été un peu annoncée par la vision, qui avait vu le soda avant. Et alors le plaisir,
Il n'est pas dans le soda? Ben non, il n'est pas dans le soda, il est dans le bonhomme. C'est-à-dire que le plaisir, il résulte d'avoir précédemment dans ma vie déjà rencontré ce produit, et il faut que cette découverte ait été associée à quelque chose qui était agréable pour moi. Donc le marketing va tabler là-dessus. Et à ce moment-là, la mémoire va dire, tu sais, ton plaisir, il était associé à ce produit-là, pas à un autre. Tu as de la chance, c'est bien, continue à le boire, tu vas bien en profiter. Un inventeur solitaire et obstiné qui découvre un soda bientôt culte, c'est rare, mais c'est encore possible. Au fin fond de la Bavière se trouve non pas une pharmacie, mais une petite brasserie familiale. C'est là qu'est née une limonade bio, sans chimie, fermentée comme la bière, mais sans alcool, la Bionade. On a tout commencé dans cette pièce. Moi, je faisais mes affaires dans la cuisine. Ici, il y avait la fermentation. Mais un jour, ma femme en a eu marre, surtout qu'on avait encore 2 enfants, Peter et Stefan. Et donc, je me suis construit mon propre labo là-bas, à côté de la machine à laver. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Mon objectif, c'était de créer une boisson bonne pour la santé et qui puisse plaire aux enfants. Souvent, quand tout le monde dit que vous êtes fou, c'est que vous avez trouvé une bonne formule. On n'imagine pas la taille des acteurs sur ce marché, Pepsi ou Coca. Et je crois que si on l'avait su, si on n'était pas arrivé par la bande, on n'aurait même pas osé essayer. Tout a commencé avec la récolte du sureau. Le sureau, c'est rouge, c'est sain et c'est original. Tout ce que la Bionade veut être pour plaire aux jeunes consommateurs urbains et soucieux de sa ligne. Ça, c'est du sureau. Maintenant, il va être pressé, puis le jus retourne au siège de l'entreprise et on le met en bouteille. Fermentée grâce à un mystérieux micro-organisme qui lui donne des valeurs nutritionnelles inconnues, la Bionade existe avec les goûts herbe, gingembre, coing et litchi. Cette combinaison de goûts intéressants sans mauvaise conscience, c'est devenu un peu l'esprit du temps. Alors qu'avant, un soda, c'était juste de l'eau, du sucre et des bulles. Faute d'argent pour faire beaucoup de publicité, la famille a tout de suite ciblé les grandes villes branchées. Hambourg, Barcelone, Vienne, San Francisco. En quelques années, la boisson est devenue le soda numéro 3 en Allemagne, le plus gros consommateur européen. De quoi fâcher les géants. Certains ont mis des bâtons dans les roues de la petite entreprise familiale, lancé des imitations et même voulu la racheter. Mais je crois quand même qu'un jour on deviendra grand. Depuis toujours d'ailleurs. Un jour. Un jour, oui. Les autres aussi ont mis 100 ans. L'autre success story a jailli comme un bolide survitaminé dans le monde des sodas. Un breuvage comme jadis, rebelle et plein de caféine, de quoi alimenter depuis 20 ans tous les fêtards du monde. À la base, c'est une boisson thaïlandaise qui avait été inventée par un Thaïlandais, qui se vendait d'ailleurs, je crois, uniquement sous forme de concentré. Et puis c'est un Autrichien donc, qui est allé en Thaïlande, il a découvert le produit, il a décidé de le vendre au niveau international, il a pris contact avec le fabricant et ils ont monté, j'allais dire, une association tous les deux. Et donc l'Autriche a distribué le produit dans le monde entier. Le Red Bull, version hyper marketing du Kratingdain, en français taureau rouge, un remontant thaï qui empêchait les chauffeurs routiers de s'endormir
et les boxeurs tâillent de sentir la douleur, de l'adrénaline liquide. Le milieu de la musique électronique est un milieu qui aimait beaucoup faire la fête et la faire très longtemps. Donc quand on lui donnait, j'allais dire, des produits légaux, qui plus est, je crois que tout de suite, ça a marché dans le milieu, quoi. Ça restait un dérivé du café, mais un café froid, agréable, qu'on pouvait mélanger avec l'alcool. Et donc voilà, petit à petit, ça fait effet boule de neige. C'est une couleur un petit peu jaune. Le goût, c'est très sucré, extrêmement sucré. Red Bull ne s'affiche pas dans le métro. Il fidélise en jouant sur l'envie de compétition et les sensations fortes. Ils ont ciblé bien évidemment les sports extrêmes, donc on les voit présents notamment sur les Grands Prix, sur les rallyes, etc. Dans les stations de sport d'hiver, ils sont pas mal présents également. Et puis là, je crois que leur cible principale, c'est les autres. Et les autres, c'est les travailleurs. Présent dans 160 pays, le taureau rouge vend près de 5 milliards de doses par an, continue d'inventer de nouveaux sports et contrôle 70% du marché des sodas énergétiques. Un produit peu coûteux mais vendu fort cher. Aux États-Unis, la marque gagne déjà autant d'argent que Coca ou Pepsi. Je trouve terrible que des produits comme Red Bull aient une chance sur le marché. Mais c'est un phénomène. Il faut vivre avec. N'est-ce pas ? Certains sodas contiennent un acide très corrosif, l'acide phosphorique. Au travers de l'histoire, ces sodas ont permis de nettoyer des tables de bar, de faire briller des vieilles pièces, de polir des pare-chocs rouillés. Au nord des États-Unis, 2 chercheurs leur ont découvert une vertu supplémentaire, la capacité à faire des geysers, si on y plonge, des mentos. Ça marche comme ça. Chaque mentos est recouvert de dizaines de couches de sucre glacé. Ça fait des milliers de petites bosses sur chaque mentos. Et quand on les plonge dans le soda, ces petites bosses attirent le CO2 et ça donne une réaction explosive hyper rapide. À chaque nouvelle expérience, Fritz et Steven se retrouvent trempés jusqu'à l'os. Heureusement, ce soda n'a pas de sucre, sinon en plus, il serait tout collant. Quand j'étais petit, ma mère m'interdisait de boire des sodas. Un soda était toujours une récompense. Mais maintenant, où qu'on aille, il y a d'énormes frigos pleins de soda. D'ailleurs, ma première voiture n'avait même pas de compartiment pour tenir un gobelet. Ma deuxième voiture en avait un petit. Et ma troisième en a un énorme. Au début, chez Coca, ils ne savaient pas vraiment quoi en penser. Ils disaient « On veut que les gens boivent nos sodas, pas qu'ils jouent avec ». Mais quand leurs équipes de marketing interactif ont vu ce qui se passait sur le net, ils se sont dit « C'est incroyable ». Plonger des mentos dans le soda a fait grimper leurs ventes de 5%. Ça fait beaucoup de gens qui essayent. On voudrait qu'ils mettent encore plus de gaz carbonique. Ça donnerait encore plus de puissance. Et on pourrait faire des geysers encore plus grands. Et on pourrait aller jusqu'à la Lune.
Le soda a conquis le monde. Même l'Asie, empire du thé servi brûlant, a cédé aux 1000 saveurs carbonisées. Quitte à boire ses sodas tièdes. Pendant plusieurs années, Faisal a d'ailleurs été chargé des ventes en Asie du Sud-Est. En Asie, le rouge est la couleur porte-bonheur. Donc Coca-Cola marche bien là-bas. C'est la couleur porte-bonheur, la couleur qui apporte le succès. Pendant le Nouvel An chinois, les gens s'offrent des cadeaux de couleur rouge. Ils s'offrent des caisses de Coca-Cola. Les espoirs de croissance sont vertigineux. Un Chinois boit à peine 23 bouteilles de soda par an, un Indien tout juste 7. Inca Cola jaune fluo au Pérou, Turca Cola qui baigne le Bosphore, Mecca Cola qui aide la Palestine, Fada Cola à Marseille et Pacola au Pakistan. Sans oublier Iron Beer au goût métallique, Guarana au Brésil, Very Good en Afrique et Obama Soda à la Courneuve, le soda est bien la boisson universelle. En trouver un sur le toit de l'Himalaya ou au fin fond du désert, c'est la preuve qu'on n'est pas seul. 7up a d'ailleurs proposé d'accueillir les Martiens avec une canette de soda. J'espère qu'après ce que vous avez vu, vous ne regarderez plus jamais une boisson gazeuse de la même façon. Je dirais que c'est un produit à apprécier avec modération. Rapide.